Des formes géométriques, des lignes à faire disparaître et une bonne dose d'addiction, c'est ce qui est au programme de l'épisode du jour de C'est quoi ton jeu? Et ça vous est raconté par Ken Bogart. C'est parti! Bien le bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de CQTJ. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024 et il n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Alors belle et heureuse année à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés car le jeu qu'on va évoquer aujourd'hui va à n'en pas douter raviver des souvenirs à nombre d'entre vous. Je suis Joël, votre hôte, et on va passer les 30 prochaines minutes ensemble afin d'évoquer des anecdotes sympas, des souvenirs marquants et autres moments forts vécus par mon invité du jour autour d'un jeu. Et aujourd'hui, celui qu'on reçoit pèse dans le game du jeu de baston, mais il n'est pas connu que pour ça sur les réseaux. Depuis plus de 10 ans maintenant, je pense, il officie régulièrement sur Twitch, fan de Nintendo, Pokémon, animateur et commentateur de jeux de combat, et tout un tas d'autres choses qu'on évoquera par la suite. J'ai le plaisir de recevoir Ken Bogard. Bonjour, bonjour à Comment tous. vas-tu? Écoute, ça va pas trop mal. Merci de t'être rendu disponible pour l'enregistrement, ça me fait très plaisir. Eh bien, écoute, plaisir partagé, hein. On va parler d'un jeu qui m'a beaucoup marqué, donc j'ai accepté évidemment avec Je plaisir. pense qu'on a dû te le dire assez souvent, j'aime particulièrement ton pseudo, hein, qui est, un acronyme de 2 de persos de jeux de baston que tu apprécies, il me semble, si je dis pas de bêtises? Il y a que les vieux qui me disent ce genre de choses-là, hein. Ça veut dire que tu es une personne âgée. Oui, je crois que tu quoi, 84, 85, quelque chose comme ça? 85, ouais. Ouais, je suis 82, donc Voilà, merci. Mais ceux mais qui sont nés j'adore quand après même. les années 90, pour eux, Terry Bogard, c'est un perso de Smash Bros, hein. Ah oui, non, bah, Fatal Fury quand même, quoi. Voilà. Eh oui, bah non. On va évoquer après, le jeu que tu as choisi qui est Tetris, mais avant, j'ai une petite tradition, je demande toujours un petit peu à mes invités comment le jeu est entré dans leur vie. Ouais, le jeu est rentré dans ma vie par l'intermédiaire de mes amis qui possédaient des consoles de jeux, alors que nous, on n'en possédait pas à la maison. Et bah, ça a frustré pas mal, en tout cas moi et mes 2 frères. Ma maman et mon papa voulaient pas, que l'on ait de jeux vidéo parce qu'ils voulaient absolument que l'on soit, attentif, à l'école et voyaient dans les jeux vidéo un risque de, manquer en tout cas d'attention. Mmh. Voilà, ça c'est ce qui était estimé parce que mes amis qui avaient des jeux vidéo ne manquaient pas d'attention. Mais bon, les préjugés ont la vie dure, hein, surtout pour ce qui est nouveau, surtout au début des années Tout à 90. fait. Et il a fallu attendre, je dirais 91-92 pour ce que mon père ramène à la maison une Mega Drive, version japonaise importée mais dézonée, Ouais. pour avant tout son propre plaisir, à savoir, jouer à des jeux vidéo de Formule 1 et jouer à des jeux vidéo, d'avions, de sous-marins, enfin des trucs comme ça qu'il pouvait y avoir d'ailleurs sur Mega Drive, il y avait beaucoup de jeux comme ça. Ouais. Et avec ce jeu, il y avait Sonic aussi. Et on avait absolument interdiction de jouer, de toucher à la console de jeu pendant que papa n'était pas là. D'accord. Un soir, avec ma mère, on s'est posé sur un canapé et dit: «Bah, tu veux essayer? Viens, vas-y, on teste, on joue». Et on a lancé Sonic et c'est la première fois que je jouais, en tout cas chez moi, à un jeu vidéo, un 1er jeu vidéo à ma maison, Sonic 1. Et on alternait, les vies avec ma maman. On essayait de terminer le 1er niveau et ça m'a marqué, ça m'a marqué à vie parce que c'était à la fois un super moment, on va dire, de souvenir avec, ma mère, mais en plus, c'était un super mouvement de jeu vidéo parce que, bah, le jeu était vachement bien en fait. Bah, et ouais, carrément. et tout de suite ça a pris chez nous. Et ensuite après chez mes amis qui avaient la NES, on avait l'habitude de jouer à Mario et à Duck Hunt qui étaient, Ouais. sur la même cartouche. Voilà. Et bon ensuite, après le jeu vidéo a commencé réellement à rentrer dans ma vie, mais il a fallu attendre, finalement encore une année après, que, le daron fasse un peu blocus sur les jeux vidéo, mais qu'on lui pique quand même pendant qu'il était pas là. Ouais, puis après, bah, de fil en aiguille, Bah, c'est ça, il a fallu sa console personnelle et le premier choix de console personnelle qu'a choisi, ma maman, c'est une console qu'elle pourrait me confisquer facilement. C'est donc, un Game Boy. Et avec le Game Boy, eh bien, arrive, Tetris qui était fourni avec le tout à jeu. fait. Et c'est du coup l'entrée du Game Boy et de Tetris, c'était 1 an après la Mega Drive dans nos vies. Tetris, tout le monde connaît, hein, puzzle game connu et surtout conçu par un Russe qui s'appelle Alexei Pajitnov. Alors désolé pour la prononciation. Après, j'ai un peu, regardé et c'est vrai que les droits et la licence de Tetris, c'est un Ouais. peu, genre, c'est Dallas, quoi. Enfin, il y a des rebondissements dans tous les sens. Ah, on était avant la chute du mur, hein, donc si tu as encore un peu mémoire,
On va dire à l'époque, tout était très tendu, hein, surtout sur, les propriétés intellectuelles et sur tout ce qui venait, ben, de du RSS, donc de l'Union C'est soviétique, ça, dont, eh bien, évidemment, ce jeu qui a été produit par l'employé d'une compagnie qui faisait des jeux vidéo c'est ça. en Russie, du coup, qui était censé être une propriété russe, un peu comme quasiment toutes les entreprises, chinoises sont des propriétés chinoises quelque Ouais, voilà. part. Puis un jour, bah, il y a eu des droits qui ont été, on va dire, cédés à Nintendo qui l'a allègrement utilisé et puis après, il y a eu une guéguerre pour vouloir récupérer la licence, Mmh. qui a fait un ping et un ping-pong, un peu dans tous les sens et finalement en 96, la société The Tetris Company a été créée et c'est elle qui détient tous les droits aujourd'hui. Exactement, et avec son fondateur, hein, même, et eh bien, un de ceux qui est allé justement négocier ses droits de Tetris à l'époque et qui était un des premiers à avoir rencontré Nintendo Mmh, et les avoir convaincus de mettre Tetris d'ailleurs, dans le jeu de lancement, du Game Boy ouais. en occident, parce que c'est pas le cas au Japon, hein, et franchement, il a pas eu tort pour, des multiples Oui. raisons. J'ai la vilaine habitude, d'expliquer un petit peu les certains jeux, parce qu'il y en a qui sont moins connus, mais bon, Tetris, c'est quand même vraiment très, très connu, donc bah, oui, le concept, c'est de faire disparaître des lignes qui se créent avec des formes géométriques qui tombent du ciel, enfin, du haut de Ouais, l'écran. les formes géométriques ont une particularité, elles sont formées de 4 cubes. En fait, ce sont toutes les formes géométriques formables avec, 4 cubes, d'où le nom Tetris. Tetris pour tétra, tétra 4, c'est tétraminos, et en fait, bah, on joue avec, toutes ces formes sur un ensemble, bah, du coup fini de formes possibles, Ouais. on va dire maîtrisables. Pour revenir à ton expérience, tu reçois le Game Boy, tu reçois Tetris. Tu connaissais déjà Tetris un petit peu à cette époque-là ou tu le découvres justement, Ah, je découvre complètement. Je sais que la version NES a dû sortir, je pense, dans le même temps ou même avant, mais la version NES, elle est arrivée dans ma vie après, puisque c'est mon ami qui avait une NES qui a eu Tetris après. Moi, Mmh. je découvre Tetris avec Game Boy, je découvre les jeux de puzzle avec, Tetris, je découvre les jeux portables avec Tetris. En fait, je découvre le jeu vidéo à moi avec Tetris. En fait, je découvre quasiment tout avec Mmh. Tetris, et je suis, alors que j'ai 7 ans, je crois, fasciné par le jeu, mais genre, je suis en fascination totale. C'est On va pas parler d'addiction, mais c'est vraiment, ce jeu à 7 ans, hein, Ouais. 7-8 ans, hantait, littéralement mes nuits, et la seule limite à ma boulimie d'avoir, envie d'y rejouer, c'est les 4 piles du Game Boy qui étaient mortes, tu vois? C'est Mmh. vraiment un truc comme ça. Mais ça s'est pas arrêté là, c'est un jeu qui a aussi, pris complètement, sur ma maman, qui avait pour habitude de me prendre, le Game Boy pour pouvoir jouer, elle aussi, à Tetris, et tenter de faire ses scores les plus hauts. C'est un jeu qui, encore aujourd'hui, hein, alors que j'ai, 38, bientôt 39 ans, hein, j'y joue, je pense qu'il y a pas une semaine où je joue pas encore à Tetris, Ouais. et c'est juste un jeu que je trouve parfait. Alors la version Game Boy a beaucoup de défauts, mais pose les bases de la quasi-totalité du système de jeu. C'est juste ensuite après, d'un point de vue, gameplay, rigidité du gameplay, qu'elle est quand même, assez austère. Mais malgré ça, je cherche encore un jeu qui me satisfait autant en solo, et puis même en jouant en multi, que Tetris, et sincèrement, de toute ma vie, j'en ai pas trouvé. Ce jeu est trop instantané, trop pur, trop, il est à la fois, mathématique et physique, il est à la fois, eh bien, gameplay et game design. Il est tout en fait, c'est un jeu dont je pourrais me satisfaire pleinement. Je pense que si tu me demandes, quel jeu j'emporte sur une île déserte, Ouais. j'emporte Tetris, c'est tout, que ça. Si j'ai droit qu'à un seul jeu, j'emporte ça, parce que jamais je ne m'en lasserai au cours de ma vie. C'est pas possible. Je peux Voilà. comprendre, bah, du coup, moi, je l'ai également eu à l'époque. J'ai eu fait aussi des sessions vraiment hard où, la nuit, quand je fermais les yeux, je voyais les formes toute la Ah nuit. voilà, Le jour où j'ai passé la barre des 100 lignes sur la version Game Boy, trop bien joué. heu, j'étais refait, quoi. Ah ouais, Et puis, comme tu dis, c'est un jeu instantané, c'est-à-dire que quand tu as fini, ta partie va durer 10-15 minutes, c'est fini. ouais, Tu passes à autre chose et puis tu reviens parce que c'est cool. c'est ça. Comme le jeu d'arcade, à l'époque, mais sans te demander de remettre une pièce à chaque fois. Voilà, impossible de savoir, quelle fin exactement tu peux débloquer, à combien de points est la vraie fin, à combien de points est la super machine qui s'envole dans le ciel, on ne sait pas. Voilà, sous fond d'une musique qui est assez entraînante et qui, encore aujourd'hui, même si elle boucle à l'infini, Ouais. je peux la fredonner, dans ma tête, tout le temps. N'est pas la musique originale d'ailleurs de la version 1, sortie au Japon, mais qui ensuite a été, qui a inondé le monde, donc c'est vraiment un jeu incroyable. Ouais et puis il y a tout qui est fait, pour t'immerger dans le jeu. Comme tu l'as dit, c'est un jeu mathématique, c'est un puzzle game, un jeu de placement avec cette musique Mmh. entraînante, toujours pareil,
qu'on retient, hein, comme tu dis, tu la fredonnes tout le temps Et et qui accélère au fur et à mesure que tu passes des paliers de lignes de 10 en 10 et à la fin, elle te stresse parce que ça va trop vite et du coup, tu perds tes moyens, ça, c'est trop bien. exactement, et le jeu tombe de plus en plus vite, et la gravité est de plus en plus forte, et tout est fait pour que tu ne puisses pas terminer ce jeu. Mais bon, c'est fou, mais on se rend compte, aujourd'hui, au début, enfin, là, durant l'ère post-Covid, que malgré toutes les mécaniques mis dans Tetris, alors la version NES, pas la version Game Boy, mais pour stopper les joueurs de jouer, les joueurs ont trouvé des moyens quand même de continuer de jouer, même après que le Mmh. jeu soit réputé pour être impossible. Que le jeu se basait sur un système d'input par minute maximal, rentrable par un être humain. Et le truc, c'est que les êtres humains ont trouvé Ouais. d'autres techniques pour, rentrer des inputs plus rapidement sur une manette, aujourd'hui, en tapotant notamment au dos de la manette, et rentrent un nombre d'inputs tellement important qu'ils sont capables de jouer à Tetris malgré la vitesse maximale, malgré la vitesse qui est censée tuer instantanément. Parce que le jeu est tellement bien codé en vrai, que même à cette vitesse maximale, il Ouais. reste jouable et il enregistre les inputs frame par frame. Et aujourd'hui, le championnat du monde de Tetris, c'est un délire, hein. La dernière édition, a eu lieu il y a quelques mois. C'est juste impressionnant le niveau. C'est devenu du speedrun, et du superplay de très, 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 très haut niveau, avec des techniques de jeu qui sont vraiment pas instantanées. C'est ouf à quel point ce jeu est poussé de plus en plus loin. Et je me permets de couper 2 secondes, mon ami Ken, pour vous parler justement d'une vidéo YouTube réalisée par Ego, qui explique justement de manière très claire l'évolution qu'a vécu le jeu Tetris ces quelques dernières années. Vous pourrez retrouver la vidéo dans les notes de l'émission, et je vous laisse maintenant à la suite de votre épisode. Et il y a tellement de versions de Tetris aujourd'hui, qu'il ouais, on va dire, il y a du jeu sur toutes ces versions-là, Oui, c'est ça, et c'est très intéressant. Tu changes quelques paramètres dans Tetris et tu as un tout nouveau jeu alors que le concept est littéralement le même. c'est ça. T'avais testé, Tetris 99? Oui, bien sûr, bah, c'est peut-être le jeu auquel je rejoue le plus. Quand je te dis qu'il y a pas une semaine où je joue pas à Tetris, Ouais, surtout que je joue pas mal à Tetris 99. C'est l'évolution de la branche Nintendo des Tetris. Donc là, cette branche Nintendo qui a commencé par Tetris, puis Tetris NES, puis Tetris DX sur, la Game Boy, Color. Voilà, qui, eh bien, apportait, la possibilité de tourner les pièces même dans les endroits un peu exigus. Puis ensuite, tu Tetris, sur DS, qui a repris tous les principes des Tetris modernes avec, ce qu'on appelle l'instant fall, donc le fait de poser les pièces instantanément. ouais. Ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau, et toutes les mécaniques de spin, que la lettre T que tu peux tourner Mmh. à des moments pour pouvoir l'insérer dans des endroits qui sont pas possibles d'habitude, ce qui permettant de faire ce qu'on appelle le T-spin, qui est un des mouvements qui permet de scorer le plus, encore au-dessus du Tetris, qui était un des mouvements qui rapportait, le plus. A introduit le système dont on appelle le back-to-back, c'est-à-dire si tu fais 2 fois la même forme, la même destruction coup sur coup, tu as un bonus de points en plus, derrière ça. Et Tetris DS, c'était le jeu qui a accompagné tous mes voyages, en RER quand j'ai commencé à arriver sur Paris, Ouais. tu vois? Vers 2010. J'étais, full sur Tetris DS, et tous mes déplacements, je faisais du Tetris DS, et c'est ce qui m'a appris à jouer vraiment, on va dire convenablement à Tetris. Et aujourd'hui, l'évolution de ces Tetris-là, bah, il y a la branche Sega donc qui fait, Tetris versus Puyo Puyo, et tu as la branche Nintendo qui fait donc Tetris 99, qui reprend littéralement le Ouais. principe de Tetris DS, mais poussé à son paroxysme et à contre 99 joueurs. Très bien. Ça fait partie de ce genre de jeu qui est indémodable. Ouais, parce que c'est un jeu concept qui se base pas spécialement, sur l'aspect, il n'y a pas besoin de graphisme pour exister. Le jeu est un concept fort, un concept simple, vraiment très simple à jouer, vraiment très dur à maîtriser. Ce genre de concept fort, il y a vraiment pas besoin de plus. Et les patterns, donc le nombre de formes que tu peux avoir dans Tetris et leur arrivée, sont systématiquement aléatoires, et le côté aléatoire de l'arrivée de ces formes crée systématiquement une partie différente. Ouais. Tu vois, c'est comme les jeux d'échecs qui sont finalement un jeu fondamentalement très, très simple, hein, où on a quelques pièces, voilà, elles ont le droit de bouger selon certaines directions. Voilà, il y a deux trois règles à la con en plus, et hop, tu joues, tu vois? Et bon, le jeu d'échecs n'a pas eu besoin d'évoluer, il y a pas eu besoin de nouvelles règles au jeu d'échecs ni quoi que ce soit pour que le jeu soit très, très bien. Comme certains sports, hein, qui sont, limite parfaits, qui ont pas vraiment besoin d'évoluer parce que, bah, ils sont très bien comme ils sont. Bah, ça fait partie de ce genre de jeu vidéo qui a pas besoin de franchement Oui. beaucoup évoluer. Pour être bon, la seule chose qu'il a besoin, c'est d'être rendu agréable pour jouer.
Tous les Tetris modernes sont aujourd'hui agréables à jouer, peu importe le support sur lequel tu joues, même sur mobile, maintenant les Tetris sont adaptés pour être joués convenablement sur mobile. Tu peux jouer à des Tetris à la souris, tu peux jouer à des Tetris, au regard même, aujourd'hui donc c'est complètement possible de jouer à Tetris, dans des façons, assez fous. Il y a un des derniers jeux Tetris là qui est sorti, qui s'est approprié la licence Tetris de façon assez intéressante. L'idée de Tetris, donc, c'est de ranger des pièces sans créer, d'aspérité, sans créer de vide, tu vois? Plus tu ranges les pièces sans vide, plus tu es récompensé. Ensuite, après, tu détruis toutes les pièces. S'il y a pas de vide, tout est détruit Oui, et c'est un côté très satisfaisant, comme si le fait de bien ranger les choses faisait disparaître les problèmes et ça, c'est quelque chose humainement, ranger les choses, ordonner les choses, c'est quelque chose que l'humain est plus ou moins prédisposé à faire. C'est le sens mathématique humain, c'est cette, capacité à faire en sorte qu'on met des choses dans des endroits, qu'on range les choses dans des endroits. tout à fait, ouais. Et Tetris, c'est vraiment la concentration de ce genre de choses-là, un sentiment qui est, on va dire, instinctif chez nous, un sens mathématique, un sens du rangement qui est plus ou moins développé chez les gens, hein. Mais en tout cas, ça titille n'importe lequel des joueurs qui y jouent. Tu vas avoir celui qui va être frustré parce qu'il va pas y arriver et qui va pas forcément aimer ça, parce qu'il est confronté lui-même à son impuissance face à quelque chose qu'il sent devoir savoir faire, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui va toujours titiller ton intellect et juste ça, hein, juste ces pièces, hein, à ranger et ce qui crée le non-ennui, c'est le fait que tu aies de l'aléatoire. Tu mets de l'aléatoire à l'intérieur de tout ça et chaque partie que tu relances est une partie différente. Il y a pas une partie qui se ressemble. Tu peux reconnaître des bouts de parties, des ensembles de parties les unes avec les autres, ce qui va te permettre de créer des patterns avec les ensembles de pièces que tu reçois à un moment donné, mais tu vas pas enchaîner les patterns de la même façon et du coup, tu vas jamais avoir le sentiment de jouer au même jeu. Un peu comme quand tu fais ton chemin, pour aller, au travail et que, bah, tu ne sais jamais quelle voiture tu vas rencontrer, quel fou va déboîter Ouais, devant c'est ça. toi ou quoi que ce soit. C'est des jeux moins drôles parce que tu mets ta vie en jeu, mais l'aléatoire des choses, fait en sorte aussi que la routine ne s'installe jamais. Tetris, c'est un jeu qui est à la fois tout le temps pareil et jamais pareil. Tout à fait. Bah, écoute, merci pour ce super partage autour de Tetris et même plus qu'un partage. Au début de l'émission, je t'ai décrit comme une personne qui fait beaucoup de choses. Véritable animateur et commentateur de jeux de baston. Comment ça t'est venu? Comment on devient commentateur de matchs de versus fighting? Bah, moi, à l'époque, quand j'ai commencé, les commentateurs de jeux de combat, c'était des joueurs qui voulaient animer les tournois de jeux. Mmh. Donc ils montaient au micro et puis ils animaient les tournois de jeux qu'on organisait, On a commencé à organiser beaucoup de tournois de jeux dans la communauté des jeux de combat au début des années 2000, quand on a commencé à avoir un peu de moyens de créer des associations, d'avoir un peu de matériel et cetera. Ouais, La PlayStation 2 a beaucoup aidé, c'était une console où il y avait beaucoup de jeux qui étaient entre guillemets, arrivés à un moment relativement accessible, qui jouaient sur des écrans qu'on avait déjà, depuis très, très longtemps donc les joueurs montaient au créneau et commentaient. Mais moi, j'habitais pas dans les cercles, où les tournois se créent parce que j'habitais dans un petit village dans l'Aube. ouais, Donc mon seul moyen, moi, de m'exprimer et de faire ce genre de choses-là, c'était de le faire sur internet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, parce que moi, ça fait des années que je joue à des jeux de combat. Je pense que Street Fighter 2, je l'ai reçu, j'avais 8 ans, donc c'est en 1993. ouais, Ah donc depuis 1993, je joue à des jeux de combat et j'ai commencé même un peu en 92 sur des bornes d'arcade, un peu avant sur des Fatal Fury et cetera. C'est toujours un genre que j'ai adoré aussi très, très vite parce que, bah, c'est le côté rejouabilité. En fait, à chaque fois que tu joues contre quelqu'un, pareil, c'est pas la même partie. C'est des jeux où il faut réfléchir, c'est des jeux où techniquement il faut être bon, mais en plus mentalement il faut être fort et ça même quand tu as 8 ans, 10 ans, tu les découvres. En plus, c'est des jeux qui sont étaient techniquement très impressionnants pour l'époque. Les jeux de combat, c'est souvent les fleurons techniques, que tu pouvais avoir sur les consoles de jeux d'époque, quoi, tu vois? ah oui, Donc ça mettait des sacrées claques graphiques, en plus d'être d'une richesse et d'une complexité et d'une rejouabilité, absolument, infinie et arrivé à un moment quand j'ai grandi, ouais, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de temps durant mes études, j'ai voulu partager tout ça et le meilleur moyen de partager tout ça, c'était internet c'est vrai. et comme moi je faisais déjà des tournois un peu partout en France, et que je voyais les commentateurs, faire ça, je dis: «Bah, eux quand ils commentent, en fait, c'est plus intéressant que de le suivre sans commentaire», tu vois? Tu sens qu'il y a une vraie ferveur et ça me donne un peu l'impression d'être dans un tournoi de boxe ou d'être, tu sais, dans une scène, dans un événement de catch. Ouais, Je dis: «Putain, ça, c'est pas mal» parce que si les gens ont le cœur qui s'embrase pour quelque chose qu'ils sont en train de voir, sans forcément comprendre ce qui se passe, ça va leur donner envie de jouer et moi, je voulais leur donner envie de jouer aux gens. Déjà
comprennent un peu comment fonctionne le jeu de combat, mais aussi qu'ils aient envie de jouer. Plus il y a de joueurs, plus on rit quelque part Mais c'est ça, hein. et plus la communauté, des jeux de combat se développe et plus ça légitime un peu le fait que je m'intéresse à ces jeux. J'en sais rien si inconsciemment c'est ça, mais il y a toujours une volonté de transmission parce que moi je suis professeur de formation, donc j'ai toujours voulu transmettre mes connaissances, aux gens. Voilà pourquoi je fais plein de trucs différents parce que j'ai plein de connaissances au D'accord. fur et à mesure de mes différents métiers, différents passages. Du coup, j'ai toujours envie de les transmettre. Mais le jeu de combat a quasiment posé les bases de l'e-sport, à l'arrivée de Street Fighter 2 dans les Ça, c'est salles vrai, ouais. d'arcade en 91. C'était les premiers jeux où on pouvait s'affronter humain contre humain, faire des tournois et cetera dessus et aujourd'hui, ça reste des jeux incroyablement bien faits, finis avec une rejouabilité, sans faille. Je suis intimement persuadé que c'est juste les meilleurs jeux e-sportifs au monde. Leur seul, problème, ils en ont 2, c'est que c'est pas des jeux par équipe déjà, donc tu peux jamais te dédouaner sur quelqu'un quand tu perds. Oui, Ça, c'est un gros problème à bas niveau. C'est-à-dire quand tu perds, c'est que tu es nul. oui. Malheureusement, c'est ça et c'est trop dur dans les jeux aujourd'hui, à des joueurs de les faire prendre conscience qu'ils sont nuls et qu'il faut qu'ils progressent et le deuxième jeu, c'est qu'il y a trop de jeux de combat différents, c'est abusé. Il y en a Ouais, c'est tellement vrai, il y en a tellement et du coup, on pourrait être, très, très fort, avoir 2 ou 3 jeux, supra, mainables, jouables et en fait, il y en a tellement et les communautés s'éparpillent sur des tas de jeux et c'est tellement dur de devenir fort à des jeux de combat qu'il est impossible de jouer à tout et d'être fort sur tout. C'est à la fois une grande richesse et un grand problème, des Ouais, jeux de combat. Mais le plus gros problème, c'est que ça sera toujours les jeux en équipe qui fonctionneront mieux. Dans le sport, c'est déjà comme ça. oui. Dans le sport électronique, Mais c'est c'est vrai, hein. exactement pareil, de toute façon. Tu fais la comparaison avec le sport, bah, tu regardes le tennis et le foot, par exemple, Ouais. bah, il y en a un qui est plus connu que l'autre, quoi. Le tennis, c'est moins populaire, même si ça on est quand même très, 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 très haut en popularité dans le tennis. Ouais, c'est vrai. C'est plus populaire que le sport de combat, par contre, tu vois? Alors tu dis: «On pourrait faire de l'e-sport sur des jeux de tennis». Le problème, c'est que les jeux sport présentent très peu d'intérêt, autant faire le sport. Oui. L'avantage des jeux de combat, c'est qu'il y a pas de sport de jeux de combat. Enfin, il y a pas de sport où tu envoies des boules de feu et où tu sautes à 2 mètres de haut. Ça n'existe Oui, pas, c'est tu ça, quoi. vois? Donc c'est vraiment, le respect, de l'aspect martial et là, dans les jeux de combat, tu as vraiment des choses qui sont issues des arts martiaux. Par contre, c'est mis à une sauce qui alimente un véritable gameplay et des composantes de personnages qui se jouent totalement différemment. Donc, c'est plus intéressant que le sport lui-même, là où les jeux de tennis vont être aussi ou moins intéressants que le sport en lui-même, juste c'est moins fatigant, quoi. Pareil pour les jeux de foot. Ken Bogart, c'est aussi un fan de Nintendo, de Pokémon et bon, ouais, Tout de à fait. touche à l'univers Nintendo. On peut te retrouver, sur le podcast Nintembro que tu as fondé, hein, c'est ça? Les Nintendo, tout à fait, fondés sur, eh bien, on va dire, la fin de l'émission qui s'appelait Les Amis Bros. C'était une émission de web TV, sur, Gaming Live, JVTV et Le Stream. Voilà, web TV qui a disparu maintenant. Ouais. Étant donné que c'était une de mes émissions préférées, que j'adorais à la fois commenter l'actualité Nintendo, puis j'ai travaillé dans le jeu vidéo pendant près de 10 ans chez jeuxvideo.com, donc évidemment, commenter l'actualité, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans et que j'aime faire. Particulièrement, en tout cas, chez la firme Nintendo, qui est une société vraiment très différente des autres sociétés du jeu vidéo et qui, a gardé une forme d'âme, d'enfant et à la fois de créativité, mais aussi de naïveté dans le jeu vidéo que j'aime beaucoup. Oui. J'aime bien voir comment le jeu Nintendo aime à évoluer, comme ça. Un jeu qui est vraiment très centré, encore une fois, hein, sur le gameplay plus que, sur, l'aspect visuel ou, des grandes phases, cinématiques, impressionnantes. Ça a toujours marqué, beaucoup, l'histoire de Nintendo, hein et de ses dirigeants et de tous ses game designers. Une boîte assez unique et c'est vrai que j'aime bien regarder un peu, ce qu'ils font et commenter l'actualité Nintendo, en plus d'être très fan de beaucoup de jeux de leur production. Les licences Nintendo, c'est insane, le nombre de licences qu'ils ont. C'est vraiment insane. C'est peut-être une des boîtes avec le plus grand nombre de licences dans le monde du jeu vidéo. Il y a qu'à regarder Smash Bros et voir tous les jeux personnages qui sont Ouais. issus de licences Nintendo à l'intérieur de Smash Bros. Il y a 70 personnages et il y a même pas la moitié des licences Nintendo de représentées dedans. Tu regardes à côté ce que peuvent proposer, les grandes marques, les fabricants de jeux vidéo en termes de licences. Soit ils en ont très peu, soit ils les ont très rapidement abandonnées et laissées derrière sur le devant de la scène pour se concentrer uniquement que sur ce qui marche. Nintendo, même si Metroid ça marche pas, ils sortent Metroid Dread, tu vois? Ouais.
C'est ça le truc fou. Ils viennent de ressortir un F0. Ouais, ils hésitent pas à créer, enfin là je m'en rappelle parce que c'est un peu dans l'actualité, mais il y a en 2001 quand ils ont sorti ça c'est 2001, Pikmin le tout premier Ouais, Pikmin, ouais. où, Ouais, on se disait tous: «Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça va jamais fonctionner» et puis là on vient de fêter les 22 ans et il y a exactement, 3-4 épisodes quoi donc exactement. ils sont des créatifs et c'est des génies. Ouais, bah, c'est les idées de Miyamoto, ça aussi, Pikmin. Est-ce que Pikmin aurait continué si c'était pas Miyamoto derrière? Ça, c'est une autre question, mais le fait est que, ouais, on a dit: «Tiens, Pikmin, c'est l'idée de faire un jeu de stratégie en temps réel, mais de se dire: "On va en faire un jeu solo et puis on va pas faire de la guerre". Non, on va faire de la collecte de fruits et de la recherche exploration avec un gameplay, vraiment qui est un gameplay de micro-gestion d'unités, hein, c'est ça un peu. Mmh. Donc c'est vraiment un gameplay, de, stratégie en temps réel, c'est StarCraft. StarCraft mignon quoi. Voilà, c'est ça Gravignon. C'est abusé et ça marche, quoi. J'attends avec impatience, un jour le The Last of Us mignon et le Resident Evil mignon de Nintendo, on verra. Oh, Ouais, ils ont Luigi's Mansion, remarque, tu me ouais. diras. Mais, je note ce que tu viens de dire, si jamais ça vient, je te recontacterai. Tu te rappelles? Tu l'avais teasé à l'époque? J'avais dit, si Dark Souls, si un jour Nintendo fait un Dark Souls, c'est-à-dire fait un jeu à la Dark Souls, mais qui soit pas rempli, de morts et de cadavres putrides et qui soit rempli, de personnages, hauts en couleur, rigolos et sympas, je suis sûr que ce serait, un des plus grands bangers de l'histoire des jeux vidéo. Peut-être, viendront-ils à faire ce genre de RPG un peu rigide et long, dans un univers plus coloré, je ne sais pas, on verra. En tout cas, ils peuvent se permettre de créer ce genre de choses ou d'y réfléchir. Ça, c'est vrai. Ça, là-dessus, ils ont pas vraiment de limite à la créativité. C'est ça aussi, l'intérêt d'avoir créé, bah, des mascottes et de faire fonctionner les mascottes autour de ça. On avait fait la liste dans les Nintendo de l'ensemble des licences Nintendo, il y en a près d'une centaine et c'est du n'importe quoi, qui leur appartiennent encore et qui sont encore entretenues aujourd'hui. C'est pas des licences comme, Crash qui sont revendues au bout d'un moment, parce qu'on n'en veut plus et c'est Activision qui récupère, tu vois? Oui, On tout garde à nos fait. licences. Ça, c'est vraiment très, Disney style, tu vois? Et ils sont forts là-dessus et ça crée aussi une affinité et c'est une marque qui est très rassurante aussi pour l'ensemble des joueurs et des familles qui peuvent jouer aux jeux vidéo parce que c'est, C'est vrai que quand tu donnes un Mario à ton enfant, ouais, tu sais ce que tu lui donnes entre les mains, quoi. tu safe tranquille, quoi, tu vois? Et tu vas avoir des jeux qui auront toujours un côté, très intelligent, créatif. Après, c'est bien qu'il y en ait pour tous les genres, mais Nintendo a fait toujours un point d'honneur à faire quelque chose de ludique. Sur Switch, ils ont sorti, Nintendo Labo et puis, l'atelier du jeu vidéo, tu vois? Qui sont, soit, tu crées des robots en carton, littéralement que tu commandes avec tes jeux, ça c'est Nintendo Labo et le deuxième, c'est tu crées des jeux vidéo. Enfin, c'est un logiciel qui te permet de programmer des jeux vidéo. Tu donnes ça à un enfant, il apprend la programmation à son jeune âge. Ouais, c'est des C'est génies. abusé. Enfin, Est-ce que tu as des projets et des envies pour l'avenir que tu peux parler aujourd'hui? projet d'avenir, je sais pas si j'ai des projets. J'espère que les Nintendo continueront d'exister puisque c'est une émission qui n'existe que par le soutien financier, de ses abonnés. Ça coûte cher de produire un podcast, je pense que tu sais, Tout à fait. tu sais de quoi je parle et comme je l'auto-produis, bien évidemment sans financement, des abonnés, c'est compliqué donc voilà. J'aimerais déjà que ça reste je suis pas quelqu'un de très ambitieux, tu vois? Vraiment. Ce que j'aime, moi, c'est transmettre mes connaissances et si je peux le faire au travers mes émissions, j'aimerais bien être un peu plus, peut-être, regardé, vu ou suivi, pour pouvoir, bah, justement, toucher un peu plus de personnes avec ce que j'ai à dire, c'est tout mais Ouais, moi, si tout peut ouais, ouais. rester, comme avant, même si je sais que ce ne sera pas le cas, c'est très bien pour moi, tu On vois? peut te retrouver où sur les réseaux? Alors on peut me retrouver sur Instagram, hein, ken.bogard. Ah, c'est là où généralement, tiens un carnet, on va dire de mes activités, à jour. Sur, Twitter ou slash X aussi Ken Bogard, même si Mmh. forte chance que le site n'existe plus chez nous. Et sinon, bah, sur Twitch, voilà, twitch.tv, slash Ken Bogard et sur YouTube. Alors YouTube, vous en avez pour tous les goûts. Si vous voulez regarder la baston, c'est la chaîne Ken Bogard Versus. Si vous voulez Ouais. regarder, les let's play, le podcast Les Nintendo et les tests de jeux, c'est la chaîne Ken Bogard, normale. Et si vous voulez, eh bien, vous intéresser un peu au cyclisme, au monde du cyclisme, à des tests de vélo et à des, live IRL, c'est la chaîne Ken le cycliste. Voilà. Très bien. Ah bah, écoute, tout ça sera mentionné dans les notes de l'émission, comme ça les gens pourront te retrouver. Pour le podcast CQTJ, vous pourrez retrouver les épisodes sur Instagram, CQTJ Podcast, sur le site web cqtj.fr, bah, sur X Twitter, mais pour combien de temps encore, je ne sais pas, at Joels, Joel
SSS82, et également sur Blue Sky, ou tout simplement c'est @cqtj.fr. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté, hein. J'espère ne pas avoir trop parlé. Merci pour l'invitation, encore une fois. Je t'en prie, Et puis voilà, ça me fait plaisir. bisous à tous, hein, bonne année. On peut le dire, c'est vrai, on est encore en fin janvier, donc on peut dire bonne année. Donc encore une fois, bonne année. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le mardi midi, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était?